Les phosphatases sont des monoestérases qui coupent la liaison ester phosphorique par hydrolyse en libérant de l'acide phosphorique. Les phosphatases. Donc, vous avez trois types de phosphatases. On a les phosphatases alcalines, vous avez les phosphatases acides et vous avez également une autre classe de phosphatases, c'est la 5'-nucléotidase. Et pour les phosphatases acides et les phosphatases alcalines, donc d'après leur appellation, leur activité donc varie en fonction de leur pH optimal. Les phosphatases alcalines sont des phosphomonoestérases qui agissent en milieu alcalin. Leur pH optimal varie entre 7,5 et 9,6. Pour la localisation, donc vous avez plusieurs organes, mais surtout la localisation osseuse. Vous avez la muqueuse intestinale et vous avez les autres localisations citées. Si on voit à peu près les différentes proportions donc des isoenzymes de la phosphatase alcaline, vous avez la phosphatase alcaline osseuse qui représente 50 à 70% de la phosphatase alcaline totale. Vous avez la phosphatase alcaline hépatique de 30 à 50%, la phosphatase intestinale donc de 0 à 20%, mais aussi vous avez chez la femme enceinte une autre isoenzyme, c'est la phosphatase alcaline placentaire. Pour la méthode de dosage, la phosphatase alcaline sera mise en présence d'un ester de phosphate qui est le paranitrophénylphosphate qui est incolore en solution. Bien sûr, il faut mettre un tampon alcalin. La phosphatase alcaline va transformer ou bien va hydrolyser ce groupement phosphate pour libérer un produit qui est le paranitrophénol de coloration jaune qui absorbe à 405 nanomètres. Pour les valeurs normales, donc chez l'adulte, ça doit être inférieur à 125 unités internationales par litre. Chez l'enfant, elle doit être inférieure à 375 unités internationales par litre. Vous voyez l'importante différence entre les normes de l'adulte et les normes de l'enfant, tout simplement parce que chez l'enfant, donc vous avez les ostéoblastes, c'est-à-dire les cellules responsables de la production osseuse contiennent de très fortes concentrations de phosphatase alcaline. Ceci explique que l'activité sérique augmente lors de l'hyperactivité osseuse physiologique, donc c'est surtout chez l'enfant et le vieillard. Et chez la femme enceinte, il ne faut pas oublier l'isoenzyme placentaire qui peut augmenter le taux de la phosphatase alcaline. Les phosphatases alcalines sont augmentées dans les affections osseuses, donc je vais citer les différentes affections osseuses, donc telles que l'ostéomalacie, le rachitisme par carence en vitamine D. Vous avez la maladie de Paget, 20 à 40 fois la normale, c'est-à-dire le taux de la phosphatase alcaline est très augmenté. Également dans l'hyperparathyroïdie, dans les tumeurs osseuses et les fractures en réparation. La phosphatase alcaline totale, elle est augmentée également dans les affections hépatobiliaires, que ce soit dans les cholestases extra ou intra-hépatiques. Et toujours, l'augmentation de la phosphatase alcaline est parallèle à celle soit de la gamma-GT ou bien de la 5'-nucléotidase. D'où l'intérêt, donc, pour explorer les affections biliaires, de doser simultanément la phosphatase alcaline et la gamma-GT. Une petite remarque, il existe maintenant une méthode très sensible par radio-immunoessai avec des anticorps spécifiques qui permettent de doser la phosphatase alcaline osseuse. Donc on peut actuellement doser, en plus de la phosphatase alcaline osseuse, de la phosphatase alcaline osseuse. Pour la phosphatase acide, sont des phosphomonoestérases dont l'activité optimale pour un pH compris entre 4,5 et 6. La localisation, elle est surtout prostatique. Les phosphatases acides peuvent provenir de la prostate, ce sont les PAP, donc les phosphatases acides prostatiques qui diffusent alors de la prostate jusqu'au sérum et urine. Les phosphatases acides peuvent également exister dans les plaquettes, dans les leucocytes, les hématies qui possèdent des phosphatases acides 100 fois plus actives que celles du sérum, d'où l'intérêt d'éviter toute hémolyse pour ne pas contaminer le sérum du patient. Pour les méthodes de dosage, c'est la même chose que la phosphatase alcaline, mais en milieu acide. Donc, on va mettre l'enzyme en présence de son substrat en milieu acide en utilisant un tampon acide. On peut également doser la phosphatase acide prostatique. Donc, soit on utilise dans des méthodes immunologiques avec des anticorps monoclonaux spécifiques de la phosphatase alcaline prostatique, ou bien on peut différencier la PAP
donc des autres phosphatases alcalines acides en inhibant la PAP par le tartrate. Pour les valeurs usuelles, donc la totale, elle doit être inférieure à 11 unités internationales par litre. La PAP, elle doit être inférieure à 4 unités internationales par litre. Pour les variations pathologiques, les phosphatases acides augmentent fortement dans les cancers de la prostate, en particulier avec des métastases osseuses. Cependant, leur manque de spécificité leur fait préférer d'autres marqueurs. Donc, on utilise actuellement le PSA. Et on termine avec une autre classe de phosphatase, c'est la 5'-nucléotidase. C'est une enzyme membranaire, c'est comme la PAL et comme la gamma-GT, qui hydrolyse spécifiquement la liaison ester phosphorique du ribose 5-phosphate des nucléotides. Donc elle va hydrolyser le groupement phosphate des nucléotides en libérant des nucléosides. Alors pour la répartition, donc elle est surtout hépatique. La méthode de dosage, on utilise un substrat, donc un ester monophosphorique, et la méthode de dosage, c'est par spectrophotométrie. Pour les valeurs normales, elle doit être inférieure à 9 unités internationales par litre. Pour les variations pathologiques, donc ça c'est important. Donc j'ai dit, on doit doser simultanément la phosphatase alcaline avec soit la 5'-nucléotidase ou bien avec la gamma-GT. Donc si on a une atteinte hépatique, donc si on a une atteinte hépatique, normalement une cholestase intra ou extra-hépatique, les deux donc vont varier dans le même sens et les deux seront augmentés. Par contre, si vous avez une dissociation entre les deux, donc là vous avez une phosphatase alcaline qui est augmentée avec une 5'-nucléotidase qui est normale. Donc là il faut penser à une pathologie osseuse ou bien il s'agit d'une femme enceinte, donc il faut penser à la phosphatase alcaline placentaire. Pour la méthode de dosage, cette réaction est basée sur la réaction de Trinder. La 5'-nucléotidase sera mise en présence d'un nucléotide qui est l'IMP. Elle va l'hydrolyser en inosine avec libération du groupement phosphate. Ensuite, l'inosine sera transformée en hypoxanthine. Et l'hypoxanthine, sous l'action d'une oxydase, va donner le peroxyde d'hydrogène avec de l'acide urique. Et à la fin, une peroxydase va transformer le chromogène incolore en présence du peroxyde d'hydrogène en chromogène coloré. Donc qui absorbe à 520 nanomètres, 550 plutôt nanomètres. La gamma-GT ou bien la gamma-glutamyl transpeptidase ou bien transférase, qu'est-ce qu'elle fait? Elle clive une liaison glutamyl d'un donneur et va le transférer sur un accepteur. Donc on obtient un gamma-glutamyl, par exemple acide aminé, avec libération du peptide qui portait ce groupement glutamyl. La gamma-GT, en réalité, c'est une enzyme membranaire qui joue un rôle de transporteur membranaire de plusieurs acides aminés, mais surtout du radical glutamine. Pour la méthode de dosage, la gamma-GT, donc elle sera mise en présence de deux substrats qui est un dipeptide glycine-glycine et le gamma-glutamyl phosphate nitranylide. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va transférer ce groupement glutamine sur le dipeptide pour donner donc un tripeptide avec le nitranylide. Ce nitranylide coloré en jaune, et donc on va suivre la vitesse de formation de ce produit coloré en jaune. Pour les valeurs usuelles, chez l'homme, elle doit être inférieure à 61 unités internationales par litre. Par contre, chez la femme, elle doit être inférieure à 36 unités internationales par litre. La gamma-GT, elle augmente dans les cholestases en parallèle avec la phosphatase alcaline. Également, elle augmente au cours de l'éthylisme parce qu'elle est induite, c'est-à-dire sa sécrétion est induite par l'alcool, mais également dans d'autres affections hépatiques, pancréatiques et même dans certaines intoxications médicamenteuses. On va passer à une enzyme qui est la CPK. La CPK, ou appelée également créatine kinase, la CK ou bien CPK, on utilise les deux abréviations. La CK, c'est une enzyme surtout musculaire, donc elle se retrouve au niveau du muscle, du cœur, mais aussi au niveau du cerveau. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va phosphoryler la créatine en créatine phosphate qui constitue une réserve énergétique, surtout au niveau musculaire. Pour la méthode de dosage, donc la créatine kinase sera mise en présence de ces deux substrats. Elle va donc phosphoryler la créatine en créatine phosphate.
Ensuite, l'ADP libéré en présence du PEP sera transformé en pyruvate et à la fin, là, une autre enzyme auxiliaire qui est la LDH va transformer le pyruvate en lactate. La vitesse de disparition du coenzyme réduit est proportionnelle à l'activité de la CPK. Pour les valeurs usuelles, ça varie entre 25 et 170 unités internationales par. Pour les isoenzymes de la CK présente trois isoenzymes. Il faut noter que cette enzyme, c'est une enzyme dimérique formée de deux sous-unités, une musculaire et l'autre cérébrale. Donc vous avez trois isoenzymes. Vous avez la CKBB, ou bien la CK1, donc qui est surtout cérébrale. Vous avez la CKMM ou bien la CK3, donc elle est surtout musculaire. Et vous avez la troisième CKMB que vous avez déjà vu dans le cours des marqueurs cardiaques. C'est un marqueur cardiaque. Elle est surtout de localisation cardiaque et d'ailleurs elle est spécifique du tissu cardiaque. Et on termine avec la dernière enzyme qui est l'aldolase. C'est une enzyme qui n'est pas vraiment pratiquée ou bien qui n'est pas vraiment utilisée en pratique courante. C'est une enzyme du catabolisme glucidique qui clive le fructose 1,6-biphosphate ou bien le fructose 1-phosphate en deux trioses. Vous avez trois aldolases, trois isoenzymes, une musculaire, l'autre hépatique et l'autre cérébrale. Pour la méthode de dosage, on va mettre l'enzyme qui est l'aldolase en présence du fructose 1,6-biphosphate qui va le cliver en deux triose. Vous avez le glycéraldéhyde 3-phosphate et vous avez le phosphodihydroxyacétone. Ensuite, le phosphodihydroxyacétone sera transformé en glycéraldéhyde phosphate avec réduction, avec plutôt oxydation du coenzyme réduit. Pour les variations pathologiques, cette enzyme elle est augmentée dans les affections musculaires. Donc, il faut c'est-à-dire la doser en parallèle avec la CPK, mais surtout aussi dans les affections hépatiques.